En Méditerranée, la flotte anglaise de Nelson rôde. Les Français sont une proie de choix. Le gouvernement britannique savait que la France organisait une expédition, mais il ne savait pas où. Très peu, en fait, croyaient que Napoléon allait effectivement se rendre en Égypte. Un homme en particulier a pensé qu'il pourrait emprunter cette route pour aller en Inde. Aussi, Nelson agit en aveugle, jusqu'à un certain point. Et puis, il reçoit l'information que les Français sont en route pour l'Égypte. Au sud des îles d'Hyères, les Anglais sont pris dans une violente tempête. Le navire de Nelson démate. Le temps de réparer, la flotte de Bonaparte est déjà loin. Nelson lance la poursuite. Le 9 juin 1798, Bonaparte est en vue du port de La Valette, capitale de l'île de Malte. Depuis plusieurs siècles, l'île est aux mains des chevaliers de l'ordre de Malte. Le grand maître de l'ordre, Ferdinand von Humpesch, refuse de laisser la flotte française accoster et se ravitailler librement. Bonaparte a un prétexte tout trouvé pour se saisir de l'île. Personne jusqu'alors aurait osé prendre Malte et se saisir de quelque chose qui appartient en fait à l'ensemble de la chrétienté. Donc les Anglais n'auraient pas risqué. Napoléon, lui, se permet en se disant tiens, si on prend Malte, c'est quand même une bonne pièce sur l'échiquier méditerranéen. Après quelques escarmouches, effrayé par la puissance de feu française, von Humpesch offre la capitulation de l'île de Malte le 11 juin 1798. Nous sommes bien heureux, dira le général Caffarelli, qu'il y ait eu quelqu'un dans la place pour nous en ouvrir les portes. Les gens se demandent pourquoi Malte. C'est parce qu'il y avait à Malte, d'abord, l'imprimerie du Vatican. Et il n'y avait pas en Europe à l'époque une imprimerie arabe. La seule qui existait en Europe à l'époque, c'était l'imprimerie du Vatican. Bonaparte reste plusieurs jours sur l'île. Il en profite pour se ravitailler et se réorganiser. Pendant son séjour, il rédige un grand nombre de rapports et décrets, dont l'un organise la libération de tous les esclaves de l'île. Il libère tous les prisonniers maghrébins qui se trouvaient à ce moment-là dans les prisons des Templiers à Malte. Pourquoi il les libère ? Parce qu'il savait également qu'il avait besoin de traducteurs, d'interprètes. C'est vrai, il avait avec lui 2 ou 3 orientalistes, mais qui ne parlaient pas forcément l'arabe courant égyptien. Ils vont jouer un rôle très important justement dans le premier contact entre Bonaparte et le peuple d'Égypte. Un autre dissout l'ordre de Malte, l'ancien ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ordre chevaleresque par excellence, et donc contraire aux principes républicains. Le 19 juin 1798, les Français quittent Malte. Bonaparte laisse sur place une garnison aux ordres du général Vaubois. Seulement, il n'a pas pensé que dès qu'il serait parti avec son armée, les Anglais, point de vue maritime, sont beaucoup plus forts et donc eux vont prendre Malte. Ce qu'ils n'auraient pas fait tant que les chevaliers de Malte possédaient Malte, évidemment, parce que ça ne se fait pas. Mais à partir du moment où Napoléon s'est permis de prendre Malte, eux, ils peuvent très bien prendre Malte aux troupes françaises et c'est ce qu'ils vont faire absolument. Et dès lors, ils deviennent les maîtres de la Méditerranée parce que c'est une position tout à fait stratégique. L'amiral Nelson court toujours après la chance. Le 29 juin 1798, il arrive à Alexandrie. Toujours pas de flotte française en vue. Nelson, qui rôdait en Méditerranée à la recherche de l'armada de Bonaparte, arrive à Alexandrie 24 heures avant l'arrivée de Bonaparte. Et là, le gouverneur d'Alexandrie, le wali d'Alexandrie, Sayyid Mohammed Kourayem, allait le chercher ailleurs. Ulcérés, ils repartent en Sicile. Le lendemain, la flotte française débarque à Alexandrie à 24 heures près. Soldats,
Vous allez entreprendre une conquête dont les effets sur la civilisation et le commerce du monde sont incalculables. Dans la nuit, les forces françaises commencent à prendre pied sur le sol égyptien. 15 km à l'est d'Alexandrie, dans l'anse du Marabout. L'opération s'avère délicate, la houle est forte. Débarquer dans l'urgence plus de 40 000 hommes, sans compter presque 700 chevaux et 500 véhicules divers, ce n'est pas une tâche facile, surtout par mer agitée. Pour corser la difficulté, il faut ajouter 1000 pièces d'artillerie de campagne, 12 000 fusils de rechange et plus de 100 000 boulets et cartouches. Un vrai travail de Rome. Retranchés derrière leurs murailles, Turcs et Arabes se défendent avec l'énergie du désespoir. Alexandrie tombe très vite comme un fruit mûr. Alexandrie pacifiée, l'armée se met en marche. Devant elle, l'enfer, un ennemi redoutable, le désert. Desaix ouvre la marche, direction plein sud. Des soldats meurent de soif, d'inanition, de chaleur. Certains vont même jusqu'à se brûler la cervelle. Menou et Kléber, eux, suivent le littoral vers le nord. Leur mission, sécuriser le delta du Nil et garder ouverte une éventuelle voie de retraite vers la mer. Le 19 juillet 1798, notre marche vers le nord commence. Dans le delta du Nil, lors des travaux d'agrandissement de la forteresse de Rosette, un de nos officiers, Pierre-François Bouchard, sort du sable une pierre bizarre, couverte d'inscriptions. Elle deviendra mondialement connue sous le nom de pierre de Rosette. D'après les savants, elle est datée de 196 avant Jésus-Christ, en pleine période ptolémaïque, et comporte 3 textes gravés, en grec ancien, en démotique et en hiéroglyphe. Ils disent que ces 3 textes ne sont que la retranscription dans les 3 langues d'un même décret royal. Il faudra attendre jusqu'en 1822 pour que Jean-François Champollion réussisse enfin à comprendre et à déchiffrer les hiéroglyphes, clé de l'égyptologie moderne. La proclamation aux Égyptiens porte la mention « imprimée du camp des Français le 19 Messidor ». Dans ce premier texte sur le sol égyptien, Bonaparte se proclame fils du prophète et de la Révolution. Explique qu'il est là pour délivrer les Égyptiens des Mamelouks et que tous les hommes sont égaux devant Dieu. Il y a un peu de désordre en Égypte, mais enfin, c'est quand même une possession de l'Empire turc, et c'est quand même assez maladroit, dirais-je, de la part de Bonaparte de venir attaquer les Mamelouks, parce qu'en fait, ça ne relève pas de la France. C'est pas à la France à aller mettre de l'ordre en Égypte. De son côté, l'armée a reçu des consignes très strictes. Respecter la religion et les coutumes du pays. Napoléon avait le sens de la religion dans la mesure où la religion pouvait servir à la politique, c'était une religion d'État. Le mouvement qu'il fait vers l'islam n'est pas une conversion à la religion elle-même, mais plutôt à l'idée que pour gouverner un pays musulman, il faut être musulman. On ne peut pas dire que Napoléon était un homme de grande conviction religieuse, de foi. Et il a dit un jour que pour lui, le catholicisme, christianisme, islamisme, tout ça, c'était un peu la même chose.
Le 8 juillet, Bonaparte arrive à Damanour, où l'armée réunie oublie les souffrances du désert. On marche sur Ramanier, et puis enfin, le Nil apparaît, avec ses rives bordées de riches moissons. Les hommes s'y précipitent tout habillés. Pour les Français aussi, le Nil devient un dieu. Un premier engagement a lieu près du village de Chebresse, contre les Mamelouks. Ce n'est pas un combat de très grande envergure, mais cela permet à Bonaparte d'expérimenter une nouvelle tactique. Il déploie son armée en carré, rangée en échelons, avec les pièces d'artillerie dans les coins et les non-combattants au centre. Un mot va faire fureur pendant toute la campagne d'Égypte. À chaque engagement, les soldats moqueurs vont crier « Les ânes et les savants au centre !» En toile de fond, les pyramides. Mourad Bey et ses Mamelouks attendent les Français. En apprenant l'absence de cavalerie chez les Français, Mourad Bey s'est exclaffé. Il n'aurait pas dû. Bonaparte nous a fait ranger en carré par division, 5 au total. On a placé l'artillerie aux angles des carrés. Notre cavalerie sous le commandement de Murat, soit environ 400 hommes, est trop peu nombreuse pour nous être utile et reste pour l'instant en retrait. Bonaparte harangue ensuite les troupes. Et c'est au milieu du carré de la division Dugas qu'il lance sa célèbre proclamation qui sera relayée en France par le courrier d'Égypte. « Soldats, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. » Au loin, la ligne des cavaliers mamelouks scintille sous le soleil. Il paraît que la tradition mamelouk veut que l'on parte au combat, richement habillé, et paré d'une grande partie de sa fortune pour pouvoir payer sur le champ une éventuelle rançon. Ça tombe bien, on va améliorer la solde. En début d'après-midi, 8000 Mamelouks s'élancent au galop en hurlant contre les carrés Dessay et Régnier. La horde est stoppée net. Un feu terrible, bien ajusté, fait rouler au sol montures et cavaliers. La mêlée est indescriptible. Les chevaux abattus forment un mur devant les carrés français. Mourad Bey réussit néanmoins à regrouper une partie de sa cavalerie. Il lance une deuxième charge qu'il mène en personne contre le carré de la division Bon. Rien n'y fait. Nos carrés sont des rocs. Les Mamelouks fuient, reviennent à la charge avec impétuosité. Efforts inutiles que brise le courage discipliné de nos soldats. Près du Nil, les divisions Bon et Vial se lancent alors contre les retranchements du village d'Embabé. Le village est pris d'assaut par les colonnes françaises. Complètement bousculés par le choc, plus de 1600 hommes sont tués ou jetés dans le fleuve. Toute l'artillerie mamelouk est prise. Mourad Bey, blessé, s'enfuit avec les survivants de son armée vers la Haute-Égypte. Après avoir incendié sa flotte pour empêcher les Français de traverser le Nil, Ibrahim Bey s'enfuit vers la Syrie. Pour les Français, les pertes sont légères. Environ 200 hommes tués ou blessés. La bataille est gagnée. La route du Caire est ouverte et les forces françaises y entrent le 22 juillet 1798. Bonaparte exulte. La bataille des pyramides scelle le sort de l'Égypte. Le pays est à lui.
Les Français ont gagné la bataille parce qu'il était très clair qu'on était devant deux mondes. Il y avait le monde des Mamelouks, très beaux sur leurs chevaux, avec leurs sabres et leurs pistolets du XVIe siècle. Et après, il y avait bien sûr l'armée de Bonaparte, avec des canons et le fameux carré, donc cette tactique de l'armée de Bonaparte. Mais quelques jours après, une mauvaise nouvelle vient gâcher la victoire. Le 1er août 1798, l'amiral Nelson a retrouvé et coulé la flotte française de l'amiral Bruet ancrée dans la baie Aboukir, au nord-est d'Alexandrie. Bruet pense que leur position n'est pas propre à la navigation. La flotte est en ligne de l'autre côté de l'entrée de la baie. Et il pense que le devant de sa ligne est bien défendu car la mer est trop peu profonde pour que les Britanniques lui fassent face. Et il met ses navires, les plus puissants, à l'arrière de la ligne. Et puis il place le vaisseau amiral, l'Orient, au centre. Alors que la fin de journée approche et que le soleil est sur le point de se coucher, il ne peut pas croire que Nelson allait l'attaquer. Lors de cette bataille, pourtant en quasi-égalité en nombre de vaisseaux et de canons, les Anglais ont su mettre à profit leur expérience, une meilleure manœuvrabilité et surtout les caronades, canons à mitraille à courte distance dont sont dépourvus les vaisseaux français. L'autre chose que l'on peut dire sur la manière dont se battent les Britanniques, c'est qu'ils se battent plutôt salement. Ils se servent de tous les moyens à leur disposition. Ils utilisent des matériaux inflammables, les jettent à la poupe, juste derrière moi, à la poupe du vaisseau amiral français, l'Orient, ce qui déclenche un incendie. Ensuite, le feu se propage dans tout le vaisseau. Il faut savoir que c'était un navire de 120 canons, le plus grand du monde à l'époque. Et le feu s'est propagé à une vitesse considérable. Une explosion énorme s'est produite, plus énorme encore qu'il ne l'imaginait, au point que le bateau s'est désintégré. Certains marins deviennent sourds, certains autres sont projetés hors du navire. Les vaisseaux britanniques prennent feu à cause de cette explosion. Les hommes tentent de l'éteindre sans y arriver. La bataille dure toute la nuit jusqu'au matin. Notre flotte est surprise à l'ancre dans la baie d'Aboukir où elle pensait être en sécurité. Adossée à la côte, elle a sacrifié sa mobilité au profit d'une plateforme de tir stable et d'un seul bord a priori en danger. Quelle erreur! Mais c'est sans compter sur l'audace et le génie du commandeur anglais. Il agit avec une incroyable audace, en passant sur les hauts fonds et en prenant en enfilade sur les deux bords la ligne française immobile. Un petit chef-d'œuvre de manœuvre digne de Bonaparte. Au soir de la bataille, les 14 grands bâtiments de ligne de Nelson sont toujours en état de naviguer malgré certaines avaries graves. Aucun vaisseau de la flotte anglaise n'a pu être coulé ou capturé par nos marins. Chez nous, en revanche, c'est la débâcle totale. 11 grands vaisseaux sur 13 et 2 frégates sur 4 sont capturés ou coulés. 4 bâtiments seulement ont pu s'enfuir en sécurité vers la haute mer et ont échappé à la catastrophe. Nos pertes sont considérables. 1700 tués, 1500 blessés et 3000 prisonniers sur les 8000 marins que comptait notre flotte. Les pertes anglaises sont beaucoup plus légères, environ 200 tués et 700 blessés. On s'est fait proprement décimer. Toute la flotte de l'armée d'Orient a été anéantie en l'espace de quelques heures.
Voilà les Français prisonniers de leur conquête. Pour Nelson, les jeux sont faits. Il écrit « L'armée de Bonaparte est dans un guêpier et n'en sortira plus. » C'est bien mal connaître son adversaire. Bonaparte a reçu la nouvelle du désastre avec calme. « Nous n'avons plus de flotte. Eh bien, il faut rester en ces contrées ou en sortir grand comme les anciens. » À partir de cette bataille, Bonaparte a constaté qu'il est condamné à rester en Égypte très longtemps, parce que les ponts étaient à partir de là coupés avec la métropole. Napoléon est prisonnier de sa conquête selon la formule consacrée. Pendant que ses lieutenants pacifient l'Égypte, Desaix est envoyé à la poursuite de Mourad Bey. Bonaparte met en place son administration. Un officier supérieur français est nommé à la tête de chaque province égyptienne. Il s'appuie cependant sur les assemblées de chefs locaux, les divans, pour gouverner. Ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui vont se réunir dans ce qu'on appelle un divan, un diwan, c'est le terme de l'époque, et Napoléon leur donne donc les clés de la direction politique. Évidemment, il reste tout de même au-dessus de tout cela. Mais ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui vont décider de leur sort politique et de ce qu'ils souhaitent pour leur territoire. Pour séduire les Égyptiens, il s'appuie sur leurs coutumes. Il donne un éclat particulier à la fête du Nil ou aux fêtes pour l'anniversaire du prophète. C'est aussi l'époque de la création de l'Institut d'Égypte qu'il confie à Monge. Sa mission, progrès et propagation des Lumières en Égypte et l'étude du pays. Les savants sont enchantés. Là où il y a eu un apport quand même beaucoup plus positif, c'est dans la masse d'informations récoltées. Puisque avec la campagne d'Égypte partent toute une série de savants qui vont dessiner des monuments, relever des inscriptions, et en fait ça va constituer un socle qui va être publié peu à peu sous l'Empire puis sous la Restauration, la célèbre description de l'Égypte, un socle qui va permettre à l'égyptologie de se développer. Le 7 octobre 1798, Desaix, surnommé le Sultan Juste pour sa mansuétude envers les populations, bat Mourad Bey à la bataille de Sédiman. La Moyenne Égypte est pacifiée et la Haute Égypte ne peut plus s'opposer à la conquête française. L'administration de Bonaparte voulait percer des grandes artères dans le Vieux-Caire pour qu'ils puissent bien sûr manier donc les défilés de l'armée, etc., protéger la ville. Les Égyptiens ont refusé donc qu'on touche à leur maison, qu'on touche à leur commerce, et à partir de là, bien sûr, la révolte a éclaté. Au matin du 21 octobre, les muezzins du haut de leur minaret lancent un appel à la guerre sainte. Le Caire s'embrase. Bonaparte fait bombarder la mosquée Al-Azhar, fief des insurgés. La rébellion est vite matée. 300 Français et près de 4000 insurgés sont morts durant cette révolte. Soulkowski, l'aide de camp préféré de Bonaparte, est parmi les victimes. Bonaparte pardonne, sauf aux criminels. Il y gagne un surnom, le sultan El-Kébir. Dans une lettre, Junot apprend que les infidélités de Joséphine égayent le tout Paris. Elle s'affiche sans vergogne avec le beau capitaine Charles. Junot avertit Bonaparte. Son désespoir est terrible, car il est amoureux de sa femme. Il va se consoler avec la jolie Pauline, que l'armée appelle la Bélilotte. Elle est mariée au lieutenant Fourès. Pour se débarrasser du mari, on l'envoie en France porter des dépêches. Mais, en cours de route, le navire est capturé par la flotte de Sidney Smith.
le rusé amiral anglais, souhaitant embarrasser Bonaparte, renvoie l'infortuné Fourès en Égypte. Longeant le Nil, poussant Mourad Bey, Dessay s'enfonce toujours plus au sud. Le 26 janvier 1799, à 9h du matin, les Français découvrent Thèbes. Spontanément, les hommes présentent les armes. L'hommage à la grandeur, à la beauté. Dessay écrit à Bonaparte. Gardant le temple de Luxor, il y a 2 obélisques, d'une taille et d'un fini qui font qu'aucun de ceux de Rome ne leur est comparable. Transportés à Paris, ils y seraient bien extraordinaires. Le vœu du général Dessay fut réalisé 35 ans plus tard. Offert par l'Égypte, l'un des obélisques trône place de la Concorde, à Paris. Dessay arrêtera sa course à Assouan. Les Mamelouks repoussés derrière les cataractes. L'île de Philae marque le terme du voyage. C'est l'une des plus merveilleuses surprises qu'un voyageur puisse éprouver, note Vivant Denon dans ses carnets. Il a raison. Au nord du pays, début 1799, les opérations militaires reprennent. En Syrie, l'armée rassemblée par les Turcs et les Mamelouks est forte d'environ 50 000 hommes. Elle se divise en 2. Une partie part avec la flotte anglaise pour Alexandrie, l'autre reste en Syrie avec Ibrahim Bey et Djezar, le pacha de Saint-Jean d'Acre, surnommé le Boucher. Pour garder l'Égypte, il faut bien protéger les frontières est de l'Égypte. Ça veut dire les frontières est de l'Égypte, c'était la Syrie, c'était la Palestine. Les Mamelouks avaient tiré la même leçon. C'est-à-dire l'Égypte est une énorme oasis ouverte qui n'a pas de frontières naturelles, ni montagne, ni fleuve. C'était un oasis. Le Nil est au milieu du pays. Donc il n'y a pas de protection naturelle. Pour détruire définitivement la menace mamelouk, Bonaparte doit affronter Djezar Pacha et Ibrahim Bey. Il marche vers la Syrie avec les 13 000 hommes des divisions Régnier, Bon, Kléber et Lannes. La cavalerie reste sous le commandement de Murat. Laissant le Caire sous le commandement d'une garnison aux ordres du général d'Estaing, le reste de notre armée commence la marche vers le nord. Une flottille d'une dizaine de transports, escortée par 3 frégates, nous suit en longeant la côte, avec à son bord de l'artillerie et du matériel de siège. On capture sans difficulté les forts d'El Arish, le 17 février 1799, puis la ville de Gaza, le 24. Le 7 mars 1799, on s'empare de la forteresse de Jaffa,
malgré une résistance acharnée de ses défenseurs. Sale journée. Au moment de la prise de Jaffa, se passe un épisode qui, en principe, est contraire aux lois de la guerre, non pas en principe, mais contraire aux lois de la guerre, c'est que les plénipotentiaires français que Bonaparte avait envoyés pour négocier la capitulation sont en fait exécutés par la garnison turque. Et une fois que la ville aura été prise, Bonaparte veut frapper les esprits, il veut montrer qu'il est lui aussi un homme de grande décision dans cet Orient, finalement, qu'il trouve assez compliqué, et il ordonne l'exécution des prisonniers. Et là, quand je dis l'exécution des prisonniers, il s'agit de 2 à 3 000 prisonniers qui vont être exécutés sur les plages de Jaffa par l'armée française. Fusillades, coups de sabre, noyades, enterrés vivants dans le sable, bref, tout le panel. Quand vous lâchez la bride aux soldats après la prise d'une ville, il se passe les choses les plus abominables. À Jaffa, la peste fait son apparition. Plusieurs hommes de la 32e demi-brigade sont malades. On craint la propagation du fléau. Aux côtés de Desgenette, médecin en chef, Bonaparte parcourt l'hôpital. Le général parle à tous et touche leurs plaies en leur disant « Vous voyez bien que cela n'est rien ». On lui reproche vivement cette imprudence. Glacial, il répond « C'est mon devoir, je suis le général en chef ». Desgenette vient à bout de la maladie. L'armée retrouve le moral. En réalité, il les a abandonnés. Alors, c'était quelques dizaines de pestiférés qui ont effectivement connu un sort funeste par la suite, mais il a voulu montrer là à l'armée qu'il prenait la décision de se séparer, de se couper une main pour ne pas que la gangrène gagne l'ensemble du corps militaire. Reste de cet épisode le superbe tableau de Gros, reproduit dans tous les livres d'histoire. Bonaparte marche vers Saint-Jean-d'Acre, où s'est retranché Djezar Pacha. Malheureusement pour Bonaparte, l'escadre anglaise sous le commandement de l'amiral Sidney Smith intercepte et coule la flottille qui transportait le matériel de siège. Sidney Smith est lui responsable de la flotte qui assiste les Turcs dans le siège de Saint-Jean-d'Acre. Son rôle y est prépondérant. Il est très efficace. Napoléon, à Sainte-Hélène, dira en parlant de Sidney Smith « Cet homme-là m'a fait manquer ma fortune ». Le 19 mars 1799, dans l'après-midi, Bonaparte arrive devant Saint-Jean-d'Acre. La ville s'avance dans la mer, par 3 côtés. Bonaparte met le siège devant Saint-Jean-d'Acre, occupé par les Turcs. L'affaire promet d'être difficile, d'autant plus qu'il a face à lui Philippot, l'un de ses anciens condisciples à l'école d'artillerie. C'est un royaliste enragé. Sur les arrières de Saint-Jean-d'Acre, Junot est à Nazareth. Ce 8 avril, 2500 cavaliers turcs fondent sur 400 Français. Après 5 heures de combat, les Turcs se retirent. Ils laissent 600 morts sur le champ de bataille. Les Français, eux, ont perdu 12 hommes. Une armée turque de renfort est signalée. Kléber se porte à sa rencontre, pensant surprendre leur avant-garde au mont Tabor. La surprise échoue et les 2000 Français font bientôt face à presque 25 000 Turcs. On se bat à 1 contre 10. Toute la journée, les carrés français résistent aux assauts furieux des Turcs. Au loin, le canon tonne.
Bonaparte arrive avec les 3000 hommes de la division Pont. Prise entre deux feux, cela en est fini de l'armée turque. Mais à Saint-Jean-d'Acre, Cesare Pacha refuse toujours de capituler. Soutenus par les canons de l'escadre anglaise de Sidney Smith, ancrés au large, les Turcs résistent. Malgré plusieurs assauts, coûteux en hommes des deux côtés, la ville tient bon. On s'épuise, on manque de boulets. Il faut récupérer les boulets ennemis au risque de sa vie. Le boulet de 15 livres était payé aux soldats 15 sous. 62 jours de siège. Sans grosses pièces d'artillerie, la ville est imprenable. La perte du matériel de siège s'avère désastreuse. Préoccupé par les renseignements qui lui indiquent qu'il risque d'être pris à revers par l'autre armée turque, Bonaparte sait qu'il doit prendre une décision. On marche vers l'Égypte. Le 14 juin 1799, Bonaparte fait une entrée triomphale au Caire. On jette des fleurs sous les pieds de sa monture. À son retour en Égypte, il voulait surtout que les Égyptiens ne soient pas au courant de sa défaite. Parce qu'il pensait que si ils sont mis au courant, ils vont se révolter encore contre lui. Donc il envoie, avant d'aller revenir au Caire, il envoie des émissaires, des gens de propagande. Il était très habile dans ce genre de choses, pour répandre dans la ville du Caire des histoires de victoire, de triomphe de l'armée d'Orient, etc. C'est ce jour-là qu'on lui donne le Mamelouk Roustan, qui ne le quittera pas pendant 15 ans. Depuis juillet, la flotte anglo-turque jette l'ancre dans la rade d'Aboukir. Bonaparte n'a pas de temps à perdre. « 18 000 soldats turcs nous font face et se sont retranchés dans la péninsule d'Aboukir, près d'Alexandrie, sous les ordres directs de Mustapha Pacha. L'escadre anglaise de l'amiral Sidney Smith, encore lui, croisant au large, est prête à appuyer les troupes au sol du feu de ses canons. Le 25 juillet 1799, Bonaparte nous donne l'ordre d'attaquer. 6500 soldats français se ruent, sus à l'ennemi. La discipline de nos soldats, attaquant en formation compacte, alliés à la régularité de nos tirs de salve, font rapidement la différence. Les divisions Lannes, Murat et Destin enfoncent les lignes turques, incapables de nous contenir. Les soldats turcs refluent en désordre pour être embarqués en catastrophe par la flotte anglaise. Bon débarras. Au soir, la bataille est gagnée. C'est une grande victoire française qui efface l'échec de la campagne de Syrie et minimise la défaite navale d'Aboukir. Pendant les négociations d'armistice après la bataille, l'amiral anglais Sidney Smith donne des journaux français récents à Bonaparte. Celui-ci, sans nouvelles de la France depuis plusieurs mois, découvre une situation inquiétante. Le pays est au bord de la guerre civile. La Vendée se soulève. Les frontières du pays sont menacées par les troupes de la seconde coalition. Devant le péril extérieur et l'anarchie intérieure, Bonaparte décide de rentrer en France. Il s'embarque sur la frégate la Muiron dans la nuit du 22 au 23 août 1799. Murat, Lannes, Berthier, Marmont, Monge et Berthollet accompagnent Bonaparte. Les guides, 300 hommes d'élite, embryons de la future garde impériale, sont aussi du voyage. Les Anglais ont encouragé, d'une façon indirecte, le général en chef de rentrer en France. Ils savaient que tant qu'il était en Égypte, ils ne pourront pas, ni eux, ni les Ottomans, débarrasser la province d'Égypte de l'armée française. Ce qui explique un peu
la facilité par laquelle on a laissé Bonaparte rentrer en France. Kléber, nommé commandant en chef en Égypte par Bonaparte, tente de se maintenir dans le pays. Mais, du fait de son isolement, l'expédition d'Égypte est condamnée. Kléber, au moment du départ de Bonaparte, d'abord il est extrêmement furieux que Bonaparte quitte l'armée, il le traite de déserteur, il écrit au Directoire pour se plaindre du départ de Bonaparte. D'ailleurs, la lettre arrivera quand Bonaparte sera devenu premier consul, donc c'est lui-même qui recevra la lettre de plainte de Kléber. Et Kléber, il se trouve aussi face à une situation assez délicate. Il a d'abord une armée qui se réduit comme une peau de chagrin, il y a moins d'armée évidemment qu'au début, il y a un pays qui est pas du tout pacifié, et puis il y a à nouveau les Turcs qui lancent des armées contre l'Égypte. Donc on comprend que Kléber ait eu envie de resserrer, de reprendre en main la situation. Le 20 mars, à la tête de 8000 hommes, il écrase à Héliopolis une armée turque 6 fois supérieure. Furieux de cette nouvelle défaite, les Anglo-Turcs font assassiner Kléber, au Caire, le 14 juin 1800. Et puis ensuite prend le commandement un autre général, qui est le général Menou. C'est un général qui avait apprécié l'Égypte jusqu'à se marier avec une Égyptienne et à se convertir à l'islam. Abdallah Menou, d'ailleurs, comme il se faisait appeler à ce moment-là, prend le commandement et s'aperçoit que la situation est véritablement désespérée. Et il entre en négociation avec les Anglais. Et au bout de quelques mois de négociations, il parvient à signer avec eux la reddition de l'armée d'Égypte. Et en 1801, c'est donc sur des bateaux anglais que les derniers soldats français qui occupaient l'Égypte rentreront en France, en laissant d'ailleurs au passage tout le butin égyptologique aux Anglais, ce qui fait qu'aujourd'hui, le plus grand souvenir de la campagne d'Égypte sur ce plan-là se trouve au British Museum, dont la fameuse pierre de Rosette qui fut confisquée au moment du départ des Français. Lorsque Napoléon arrive au pouvoir, il ne vise que certaines parties de l'Empire, comme l'Égypte par exemple, qui sera un véritable désastre, même si j'ai lu dans un livre français traitant de la Révolution que la campagne égyptienne était un succès. Je me suis dit, c'est curieux, peut-être qu'il y a d'autres aspects à prendre en compte, mais néanmoins cette campagne est vraiment un échec. Il était parti en Égypte en général, mais il est revenu en empereur. Il a appris le pouvoir, gérer un grand pays en Égypte. Gérer un peuple avec une histoire en Égypte. Le 8 octobre, Bonaparte débarque à Fréjus, au milieu d'une foule qui lui réserve un accueil triomphal. On salue le héros d'Italie, le conquérant de l'Égypte, mais surtout le libérateur de la France. Ce mot devient pour lui un oracle. L'impact culturel lié à l'expédition et les travaux de l'Institut d'Égypte vont avoir un retentissement mondial. Dominique Vivant-Denon effectue sur le terrain un travail considérable d'étude et de recensement des richesses archéologiques de l'Égypte. Dominique Vivant-Denon, c'est celui qui est donc devenu le directeur du musée du Louvre en 1802. Il a occupé ce poste jusqu'en 1815. C'est une personnalité assez haute en couleur, un diplomate, un libertin, un écrivain également, et un graveur, donc quelqu'un qui a une pratique artistique. Avec les conquêtes révolutionnaires puis les conquêtes de Bonaparte, le musée va prendre de l'ampleur au sein du palais. Le 8 octobre, Bonaparte débarque à Fréjus et remonte vers Paris, où il arrive le 16 octobre, précédé d'une rumeur qui le compare à un conquérant antique. Cela va flatter cet ambitieux. Le pays, en pleine décomposition financière, politique et morale, attend son sauveur. Il va le trouver le 18 Brumaire.
Napoléon à la conquête du pouvoir, tout de suite. Il y avait des blindés dans les rues, des hélicoptères. 475 mafieux étaient accusés. Ils devaient répondre de 350 chefs d'accusation. Ils n'étaient pas habitués au procès. Il y avait celui qui faisait semblant d'être fou, Ou ceux qui simulaient des crises d'épilepsie. Ils ont compris que pour la première fois, ils risquaient gros. Nous étions déterminés à aller jusqu'au bout. 20e siècle, 1986, le maxi-procès de la mafia, demain à 20h45 sur Toute Histoire. Vous, devant votre écran, Télécable Sat Hebdo FM.